Bon, première question, vous êtes prêts? Allez hop. Où est principalement située la ligne de changement de date? Ah, vous vous rappelez, hein, on a le méridien de Greenwich, mais voilà. On se déplace d'heure. Quand on va vers l'est, on rajoute une heure. Quand on va vers l'ouest, on enlève une heure. Et ainsi de suite. Et de l'autre côté? De l'autre côté, bah, on se retrouve, on est embêté, on a le plus 12 qui rencontre le moins 12. Et donc on a un changement de date. Voilà, bah, tout le monde l'a eu. Hein. C'était facile. Deuxième question. Pour quelle raison principale la ligne de changement de date n'est-elle pas une ligne droite? Elle est toute tordue. Hein. A. Pour suivre les courants marins. B. Pour s'aligner sur les constellations. C'est facile, celle-là. C. Pour éviter de diviser des pays en 2 jours différents. D. Pour faciliter les courses de yachts transpacifiques. Donc pour éviter de diviser les pays en 2 jours différents, évident. On l'a. Ah. Un peu plus dur. Quel pays a sauté le 30 décembre 2011 pour changer de côté de la ligne de changement de date? C'est un pays qui a décidé de bouger. Les îles Fidji, les îles Samoa, les îles Kiribati ou Atlantis? Ouf. Ce sont les îles Samoa. Et tout le monde... Alors, qu'est-ce que vous avez mis? On va regarder les réponses. Tout le monde a mis Kiribati. Ouais. Non, Kiribati, ils ont changé de jour. Ils n'ont pas changé de jour. Ils étaient coupés en 2. Ils ont d'abord réunifié tout ça en décalant la loi. Et puis après, ils sont... Ouais, c'est pas évident. Moi, je l'avais dit un petit peu. Quelle est la taille définissant un nanoplastique? Inférieur à 5 mm, à 10 micromètres, à 2 nanomètres ou à 1 micromètre? Et en fait, là, je suis en train de me demander si la question est juste. Attention, parce que ils sont nano. Ouais, c'est ça. Attends. Ouais, c'est ça. Plus petite, selon les auteurs et les définitions, c'est ça. Ça peut différer. Plus petite que 100 nanomètres ou 1 micromètre. Elles sont pas de l'ordre du nanomètre exactement. Hein. Selon les auteurs et les définitions, c'est plutôt en dessous du micromètre. C'est-à-dire, on peut elles vont de 1 jusqu'à 999 nanomètres. Quoi. En dessous de micro, c'est nano. Voilà, c'est ça. Plus petite que 1000 nanomètres. La suite. Quel phénomène décrit la concentration croissante de substances comme les nanoplastiques dans les organismes d'un écosystème? Ça a tendance à s'accumuler, comme plein de trucs. Donc la bioaccumulation, la biodégradation, la biomagnification, la photosynthèse aquatique. Alors oui, mais celle-là, elle est donnée. Hein. Elle est donnée. Sinon, avec le lien, vous pouvez participer à n'importe quel moment. Donc c'est bioaccumulation. Attends, mais qu'est-ce qu'on a eu comme autre réponse? On a eu quoi? Je veux savoir. Hein. Si c'est la réponse marrante. Ah non, biodégradation. Tiens. Font peur les tartines. Ouais, c'est ça, j'ai hésité. Hein. Elle nous regarde fistement comme ça. C'est un peu inquiétant. Surtout ne bougez pas.
Bon, j'ai mon téléphone qui arrête pas de sonner. Je suis un peu... c'est pas bio, ça le dégrade pour moi. Ah oui, ça dégrade la vie. Ouais, mais c'est ça, ça a tendance à s'accumuler au fur et à mesure de la chaîne alimentaire, quoi. T'en as de plus en plus, c'est comme le mercure, les métaux lourds. Hmm. Quelle méthode de détection, bon la plus dure, a-t-on utilisé pour découvrir la présence de nanoplastiques jusque dans les glaces du Groenland? Et ça, Gripsou, il va être fort là-dessus, je pense. Est-ce que c'est la datation au carbone 14, la pyrolyse chromatographie en phase gazeuse? Son petit nom. L'observation au microscope optique, le comptage manuel par des plongeurs. Vous imaginez les plongeurs avec leurs petits filets, ils vont attraper les nanoplastiques un par un. Ouais, c'est ça. Quand on dit qu'un matériau qu'il est biodégradable, il dépose sans laisser de traces, contrairement au plastique. Alors, des fois, je me méfie. On a eu, il y a quelques années, on a eu des sachets biodégradables qui contenaient un mélange de plastique et de fibres de cellulose, je sais pas quoi, et je me demande si ces trucs-là, en se dégradant, n'ont pas laissé, n'ont pas laissé des plastiques. Ouais, c'est ça. Donc, les nanoplastiques sont submicro. J'ai pas vu tes messages, Gripsou. Le popcorn avec du sel en microtransaction, oui. C'est ça, si tu regardes la vidéo. Donc c'est la pyrolyse chromatographie en phase gazeuse. Le principe étant de prendre l'échantillon, de le faire chauffer très fort, pyrolyse, jusqu'à ce qu'il se sépare en ces éléments chimiques, et en absence d'oxygène, faut pas que ça brûle. Et après, on étudie la lumière émise par l'échantillon, et puis on décompose ça, et on arrive à voir les éléments qu'il contient. Alors je sais pas, visiblement on arrive à évaluer non seulement les éléments, mais aussi leur quantité, pour savoir combien de nanoplastiques, quelle quantité de plastique on a. Les plastiques biodégradables le sont en conditions industrielles, pas dans la nature bien souvent. Tiens. Ah non, mais pyrolyse, ça veut dire détruire par la chaleur. Tu vois? Ça, c'est pas une combustion, hein. Donc, pyrolyse, effectivement, c'est pas une combustion. Parce que si tu fais une combustion, tu vas... Pyrolyse chromatographie. Ça, je suppose que Gripsou doit pouvoir expliquer mieux que moi. Altération massive par la chaleur. Donc c'est une pyrolyse suivie, et ça se fait sans oxygène, ça je sais. La dégradation thermique coupe les liaisons chimiques grâce à l'énergie thermique élevée pour produire des petites molécules volatiles. De nombreux facteurs, donc en faisant chauffer très très fort, ça ne brûle pas, mais ça va tout casser. Tu peux faire de la pyrolyse à l'oxygène ou en atmosphère inerte, les deux méthodes exigent. Voilà. D'accord. La plupart des décompositions, c'est une décomposition thermique, sont dues les molécules se brisent, tu fais chauffer tellement fort que la chaleur, ça fait s'agiter. Tu arrives à casser les liens. Les molécules de grande taille, plutôt fragiles, vont se casser. Un polymère va se dégrader en monomère avant de subir des décompositions intramoléculaires. La fragmentation est contrôlée par la température, le taux de chauffage en fonction du temps. Donc c'est ça, ça ne... Ouais, c'est... Je suppose en présence d'oxygène, ça doit être beaucoup plus violent. Donc c'est beau, hein, son petit nom, hein. Pyrolyse chromatographie en phase gazeuse. En présence d'oxygène, tu ajoutes l'oxydation-combustion. Ouais, ça doit être peut-être plus difficile de remonter... Parce qu'après, en fonction de ce qu'on observe, on essaie de déduire ce qu'on avait au départ. Et quand tu as eu la combustion en plus, ça doit être encore plus... Oui, surtout que là, on parle de plastique. Si tu fais une pyrolyse en phase avec de l'oxygène, tu vas avoir une combustion, tu vas finir avec quoi? Du CO2, de l'eau? Atmosphère inerte, c'est pas le vide. Non, non, non. Justement, c'est un gaz, tu vois, comme les gaz rares. Ah voilà, ou même voilà, l'air par de l'azote.
On se rend pas compte, mais dans les emballages, on a de plus en plus... si vous achetez de la charcuterie sans nitrite, vous savez, le sel nitrité, ce qui fait beaucoup de mal, c'est ce sel qui permet de garder la charcuterie bien rose, même en présence d'oxygène. Et si vous achetez de la charcuterie qui n'a pas de sel nitrité, elle est dans une atmosphère, je pense que c'est de l'azote. Sans oxygène. Donc c'est un peu... c'est inerte, enfin c'est pas inerte pour tout, hein, mais... Question suivante. Quelle méthode de détection d'exoplanètes repose sur la mesure de la baisse de luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle? Ça on avait vu, la petite simulation. Quand la planète passe entre nous et son étoile, on la voit passer devant le disque de l'étoile. Et donc elle bloque une partie de la lumière. Et ça ça s'appelle quoi? La méthode du transit, la méthode des vitesses radiales, l'imagerie directe ou la méthode des crêpes volantes? J'aime beaucoup la méthode des crêpes volantes. Et alors, si vous y pensez bien, les crêpes volantes, c'est vrai aussi parce que... Bon, la Lune, si vous supposez qu'elle est plate, elle a bien l'air d'une crêpe volante. Hein. Un corps céleste qui passe devant un autre, c'est comme deux crêpes qui se superposent, quoi. Moi, je dis, crêpe volante, c'est très bien. C'était la méthode du transit. Bravo. Question suivante. Comment nomme-t-on l'effet où un objet massif courbe la lumière d'un objet lointain, agissant comme une loupe pour détecter... Voilà. Bon, si. L'effet Doppler, l'effet de serre, la micro-lentille gravitationnelle ou l'effet papillon. Ça se passe, même, c'est pas nécessaire pour détecter les exoplanètes, hein, ça se passe pour plein d'autres objets. La micro-lentille gravitationnelle. La crêpe volante, vu que la Terre est plate, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est bon. Moi, je pense que en Bretagne, pendant longtemps, ça a été l'interprétation officielle. La Lune est une crêpe. J'ai enchaîné 2 faux d'affilée, mais que se passe-t-il? Tiens, et du coup, vous êtes 4, on a Chirpipop. Alors, ça, tu sais que vous pouvez changer votre pseudo. Je pense en cliquant dessus, vous pouvez renommer. Je suis concentré sur les vannes. Ouais, à chaque fois, et en général, il y a une réponse débile. J'essaie de la défendre. Autour de quel type d'étoile orbite le célèbre système Trappist 1? Alors là, ça va être chaud. Hein. Je vais vous donner des indices. Répondez pas tout de suite. Il y a plusieurs planètes autour de l'étoile Trappist 1. Et elles sont très très proches de leur étoile. Et malgré cela, malgré le fait qu'elles sont très proches, il y en a 3 qui sont dans la zone habitable. C'est une zone où on pourrait très bien nous vivre, niveau température et tout. Donc, voilà, je peux pas faire mieux. C'était l'indice. Tu vas mettre un indice que vous avez en bas de votre écran. On va petit à petit se transformer en question pour un champion. Hein. C'est une naine rouge ultra froide. Parce que voilà, c'est ça. Il faut que pour qu'il y ait des planètes proches de leur étoile qui soient dans la zone habitable, il faut que ça chauffe pas trop. Donc l'étoile de mer cosmique, difficile à défendre ça. Question pour un crouton. Question pour un crouton, mais oui. Lord Morissette. Bravo Henri, le seul à avoir répondu correctement. Attends, on a eu quoi d'autre comme réponse? Une naine jaune, une géante bleue. Ah bah bravo. Le quiz, j'arrive. Ah bah vas-y, tu peux t'inscrire. Il est encore temps, on arrive sur la fin. Il reste... Je crois qu'il reste 3 questions. Ouais, c'est ça. Il reste 3 questions, mais t'auras des points quand même. Hein. Au final, c'est 500 points par réponse correcte. T'es Monsieur Hold.
C'est bon, donc j'y vais. Question suivante. Attends, mais... Ça arrive le PC. Ah, il y a Gripsou qui veut jouer. Mais moi, je peux jouer aussi. Bah, la semaine dernière, je pouvais pas. Mais maintenant, c'est bon. Je suis prêt, hein. Mais je suis nul. C'est ça, je suis un boulet, alors. Merci, merci. Attends, c'est quoi le jeu de mots? Très bon jeu de mots. Je l'ai pas vu. Très bon jeu de mots. Question pour un crouton. Ah oui, le question pour un crouton. Si, très très bien. Très très bien. Je pense que ça pourrait le faire. Hein. Question pour un crouton. Ouais. Question suivante. Quelle capacité cognitive remarquable a été prouvée chez les corbeaux? Alors, capacité cognitive remarquable. Est-ce qu'ils sont capables d'utiliser TikTok? Est-ce qu'ils sont capables de reconnaître des visages humains? La construction de nids en métal ou la composition de haïkus? Il y avait deux réponses absurdes. Car vous savez, l'utilisation de TikTok est certes une performance cognitive, mais pas remarquable. Ils sont, voilà, la reconnaissance des visages humains sur des années. Hein. Des années. J'avais un truc d'illustration à vous montrer, on y va. Ils sont encore plus forts que ça. Les corbeaux sont-ils si intelligents que ça? Je vous le fais... Donc on a des casse-têtes, il y a énormément de... C'est un article super intéressant, on l'avait déjà fait celui-là. Mémoire des visages impressionnante. Des chercheurs de l'université de Washington ont testé, ils ont mis un masque pour, puis ils ont allé embêter des corneilles, les capturer, les relâcher, ainsi de suite. Les oiseaux poussaient alors des cris agressifs chaque fois qu'ils voyaient le masque, plus de 2 ans après la capture. Donc ils reconnaissaient une personne pendant 2 ans. Il y a des gens, j'ai vu, il y a quelqu'un qui a dû déménager. Hein. Parce que je sais pas, il a chassé un corbeau et le corbeau l'a pris en grippe et après il se faisait suivre jusqu'à son travail. Il allait à vélo. Et c'était incroyable. Cette étude est la première à montrer que des animaux sauvages ont la capacité de reconnaître un humain par son visage et peuvent s'en souvenir pendant plusieurs années. Et après, ils ont la maîtrise d'eux. La maîtrise de soi, c'est la capacité de se retenir de faire quelque chose pour en profiter mieux plus tard. Par exemple, se raisonner lorsqu'on veut regarder un dernier épisode de notre série afin de ne pas être fatigué le lendemain. C'est un aspect du contrôle exécutif qui nous permet de prendre des bonnes décisions et de prévoir pour l'avenir. Les adultes sont généralement capables d'utiliser la maîtrise de soi sans trop de difficultés. Ah oui, ça c'est... ça dépend. Quand on se binge une série, et après des fois on regrette. Après, faut que je monte tout ça, mais c'est une torture, je le reçois un jour avant mon départ. Je pars vendredi et je reviens que mercredi soir du Pays de Galles. Ah oui. Et la famille du corbeau s'est transmis la gueule du gars en plus. Oui, c'est ça. Ça s'étend. Tu te bats avec un corbeau, tu l'embêtes. Quand tu sors, il a un cri spécifique envers toi, il vient te harceler. Et tous les autres corbeaux qui voient ça te mémorisent aussi. Hein. Ils font... tu vois, avec leurs petites plumes, là, ils font... Je te vois, là. Avec 2 plumes, comme ça. Entre leurs yeux, d'abord, puis vers toi. L'expérience testait un aspect spécifique, la maîtrise de soi, la gratification différée. On doit choisir entre une récompense médiocre, mais immédiate, et une récompense bien meilleure, mais différée. Et ça marche, les corbeaux savent faire ça, ils savent faire plein de trucs. C'est... Retour au quiz. Donc en tout cas, vous avez tous répondu bon. La suite. Outre l'utilisation d'outils, quelle autre capacité cognitive et complexe les corbeaux partagent-ils avec les humains et certains primates? Ah oui. J'aurais peut-être pas dû relire l'article tout de suite. La maîtrise de soi, la capacité de faire du feu, la pratique de l'agriculture, la création de mèmes. Tu sais, des mèmes de corbeaux. Ça doit être bien. Et ouais. J'ai oublié que c'est seulement maintenant, après cette question-là, que je devrais vous lire l'article. En fait, je me demande
Si le quiz, ça ne devrait pas être le cœur de l'émission. Je fais le quiz et vous essayez de répondre et j'enchaîne sur les articles qui viennent illustrer la question et il y a des oiseaux qui mettent le feu aux forêts. Oui, ça on a vu. Ça permettait d'éviter les gros incendies qui arrivent aujourd'hui. Ouais, ils transmettent le feu. Toujours les corbeaux. Pour chasser, ça les embête que le feu s'arrête. Donc ils vont s'emparer d'un brandon inflammé et passer de l'autre côté de la tranchée qui a été faite par les pompiers, une tranchée anti-feu. Et ça arrive. C'est bien dans cet ordre-là. Ouais, ce serait pas mal. Au moins, tu vérifies si les gens suivent. Ouais, dans cet ordre-là. Oui, après, ce qui se passe, c'est que les questions, souvent, elles sont sur des sujets qui sont connexes autour de ce qui a été vu dans le stream, mais dans l'émission avant, mais et ça ouvre d'autres questions. Comme là, par exemple, la maîtrise de soi, c'était pas l'article central. Hein. Truc suivant. Dans la mythologie nordique, quel nom portent les deux corbeaux qui accompagnent le dieu Odin? Arduin et Rasber. Un petit clin d'œil. Marin et Luigin. Frin et Olin. Hugin et Munin. Donc Odin est accompagné de deux corbeaux. Qu'est-ce que vous en pensez de Marin et Luigin? Je suis arrivé après tous les articles. Ouais, c'est pas grave. Bravo. On a 2 bonnes réponses. Henri et Shuneko. Il y en a un qui signifie pensée ou esprit et l'autre mémoire. Ouais, c'est ça. À l'aube, ils partent et parcourent les 9 mondes et reviennent le lendemain matin pour apporter aux dieux ce qu'ils ont vu et entendu en lui murmurant à l'oreille. Et comment font-ils quand ils passent la ligne de changement de date? Parce qu'ils reviennent la veille. Hein. Et voilà, Gripsou et Henri, égalité. Hein. Ouais, vous devriez être 2. Vous êtes 2 sur le... Ah, par contre, ils vous départagent pour une histoire de rapidité de réponse. Mais je vous mets tous les 2 ex aequo parce que, de toute façon, parce que Henri, il a du lag. Hein. Voilà, on a 2 premiers ex aequo. Je fais encore mon pool leader.